Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats d'actualité avec Jérôme Dubu, bonjour. Membre du pôle Idées d'Horizon, Alexandra Spiner, conseillère régionale LR d'Île-de-France, bonjour. Bonjour Vous êtes également enseignante. Alexis Poulain, journaliste, bonjour. Bonjour. Directeur de la publication du Monde Moderne, également éditorialiste politique sur Sud Radio, le jeudi matin. Et Poulain sans réserve, c'est tous les vendredis à midi. Il va bientôt falloir une émission entière pour donner toutes vos qualifications. Poulain de monopole. C'est très long. Hein. Chaque semaine, il y a une nouvelle émission. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, c'est clair, net, précis, et rapide et sobre, voilà, mais néanmoins très puissant. Victoire de l'extrême droite aux Pays-Bas. Faut-il sanctionner Ercilia Soudet? On va reparler de Crépol, on va parler des Français qui sont toujours plus défiants envers les médias traditionnels. Puis éventuellement un mot quand même sur le périph' à 50 km à Paris, puisque c'est la voie, j'ai entendu ça ce matin, la plus empruntée d'Europe. C'est incroyable. On va y revenir avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors Jérôme, c'est un coup de cœur. On va commencer avec le culturel. C'est un coup de cœur sur le livre que vient de sortir Lorraine Vernet sur Simone Veil. Alors, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, mais il est intéressant, doublement intéressant. D'abord parce que c'est dans l'actualité avec la recrudescence des actes antisémites. Et il y a une stèle de Simone Veil qui a été massacrée dans une commune française la semaine dernière. Et vous vous souvenez des pochoirs qui avaient été mis lorsqu'elle avait été reçue au Panthéon, si je puis dire, qui avait été maculée de peinture dans tout Paris. Donc il y a encore un réflexe contre elle, malgré sa disparition, contre ce qu'elle a fait. Alors on peut partager ou pas partager tout ce qu'elle a fait. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'opposants à la loi sur l'IVG, mais le livre apporte des éclaircissements sur un certain nombre de choses qu'elle a faites, notamment quand elle était membre du Conseil constitutionnel, qu'on connaît moins. Et donc c'est un livre intéressant, c'est un livre complémentaire, c'est un livre qu'il faut lire parce que on est dans l'actualité et qu'il faut pas oublier Simone Veil, si tant est qu'on puisse l'oublier. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont éclaircies. Alors il y a beaucoup de paradoxes chez Simone Veil. Par exemple, elle était très attachée à la nation française. Elle était vraiment extrêmement attachée, et elle a beaucoup évidemment œuvré pour l'Union européenne. Donc vous voyez, c'est une femme de paradoxe, c'est une femme de caractère, parce qu'elle avait un sacré caractère. Elle n'était pas toujours commode. Voilà, et ça lui a beaucoup coûté. Parce qu'à un moment, elle était effectivement présidentiable, comme beaucoup d'ailleurs, mais on avait pensé à elle. Et puis, à tort ou à raison, on peut ne pas partager. Elle et Jean d'Ormesson avaient cette phrase, puisque c'est lui qui l'avait reçue à l'Académie française quand elle est arrivée. Simone Veil a eu plusieurs vies, mais toutes étaient tragiques. Ça décrit bien le personnage qui vivait effectivement beaucoup dans la tragédie. Une petite anecdote du livre, si j'ai le temps, en 30 secondes. Voilà. Juste une citation pour bien décrire ce qui était Simone Veil. Elle inaugure un hôpital lorsqu'elle était ministre de la Santé, elle pose la première pierre. Elle arrive devant effectivement la première pierre, un petit muret de parpaing, dit l'auteur. Au premier plan, une ministre vêtue d'un tailleur rose, Simone Veil, qui s'avance souriante et qui se saisit de la truelle pour étaler le ciment. Comme pour une première pierre. Un notable de la ville, le maire, vraisemblablement, on ne dit pas la ville, qui souhaite faire un beau mot. Vous faites cela très bien, Madame la Ministre. J'ai fait cela, vous savez, silence gêné. J'ai fait cela en déportation, alors je fais cela très bien. Voilà Simone Veil. Voilà, donc le livre s'appelle Les vies de Simone Veil de Lorraine Vernet. Georges, vous, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule. J'en profite pour reparler d'Alstom, où 1500 emplois sont menacés, dans un moment où ça va pas très bien pour l'emploi, alors que le carnet de commandes est plein, en particulier sur le ferroviaire. Et Alstom, c'est l'incarnation parfaite de la présidence d'Emmanuel Macron depuis 2017. On parle d'un fleuron industriel français, en particulier des turbines Arabelle, et la vente par un ministre de l'économie qui était Emmanuel Macron, de ce fleuron industriel, sous pression des États-Unis, à General Electric, et une perte de souveraineté colossale. Donc on a soumission à Washington, perte de souveraineté et nullité gestionnaire
pour quelqu'un qui vient de la banque et qui disait qu'il va remettre les comptes publics en état. On a quelqu'un qui donc vend Alstom à General Electric et quelques années plus tard le rachète pour sa campagne 2022, mais il le paye 2 fois plus cher. C'est comme si vous avez une belle maison de famille en Normandie, vous la vendez à 300 000 euros et puis vous la rachetez 5 ans après à 600 000 euros, mais ils ont enlevé les fenêtres et les portes. Voilà. C'est une gestion assez remarquable. Entre-temps, évidemment, les brevets ont été pris par les Américains qui en font bien ce qu'ils voudront. Et donc, une perte d'indépendance industrielle pour la France. Et c'est ça la Macronie. C'est beaucoup de bruit, des résultats catastrophiques et une perte de puissance de la France. Et puis au final, voilà, à nouveau des emplois menacés. Ouais, peut-être un mot, écoutez, non, Jérôme. mais avant de dire ça, il faut regarder les chiffres. Et j'ai l'impression que mon collègue n'a pas du tout regardé les chiffres de la réindustrialisation française depuis 2017. Ils sont publics, ils sont véridiques, ils ne sont pas contestables. Il y a 300 investissements nouveaux étrangers dans des industries par an en France. Ça nous place au premier rang européen. C'est plusieurs milliers d'emplois par an qui sont recréés. Donc au contraire, c'est exactement l'inverse qui s'est passé depuis 2017. Il y a un phénomène de réindustrialisation. Alors encore faut-il savoir ce qu'on appelle réindustrialisation, parce que c'est pas de l'industrie lourde. Parce que quand on est un peu souverainiste, on a tendance à regarder dans le rétroviseur. Moi, je regarde devant. C'est un peu différent. Et dans le rétroviseur, on voit des industries lourdes. Mais c'est plus l'ère de l'industrie lourde. Donc les industries qui sont arrivées sont des industries aussi légères, des start-up, etc. Et ça, vous prenez tous les chiffres, nous sommes le premier pays européen où les investisseurs réinvestissent en matière industrielle, que vous le vouliez ou non. Et ça date de 2017. Donc quand vous dites c'est la catastrophe, c'est une politique catastrophique, non, c'est pas vrai. Voilà. Bon, la dette, je m'en tiens aux chiffres. Alors peut-être Alexis. Un bémol quand même, c'est Standard & Poor's, l'agence de notation américaine, qui a issu un avertissement ce mois-ci, alors qu'on attend la note de la France le 1er décembre, en disant que le climat des affaires en France était à un niveau très très bas, aussi bas qu'en 2012. Voilà. Mais sur ça, Alstom, c'est conjoncturel, c'est pas structurel. Jérôme Dubu, c'est différent. sur Alstom, il a raison. Sur la démonstration, on a vendu Alstom, ne faisons pas d'Alstom une généralité. Il y a à côté tout un phénomène de réindustrialisation qui est complètement mis de côté. C'est quand même très symptomatique. Mais il y a un symbole quand même. Il y a un symbole d'une. On a acheté des HK 416 pour nos militaires. Soi-disant, on n'avait aucune capacité de production d'armes de fusil d'assaut. Avant, on avait les FAMAS. Non, mais le FAMAS, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Mais vous savez que les Ukrainiens viennent de signer, qui sont en guerre, donc eux, ils testent leurs armes réellement. Ils viennent d'acheter en 10 mois, ils vont être livrés avec 10 000 VD15, qui sont un dérivé de l'AR-15 américain, mais fabriqués sous licence française en France. Donc, en fait, on pouvait. Visiblement, on n'a pas voulu. Prenez la liste des gens qui investissent en France et vous verrez que nous sommes premiers. Enfin, moi, je veux dire. Et sur Alstom, je m'en tiens aux chiffres. Jérôme, sur Alstom, vous répondez pas. Jérôme, sur Alstom, vous répondez pas. C'est un scandale. Sur Alstom, c'est le cas noir. C'est le cas noir de la réindustrialisation. Mais pourquoi en faire une généralité ? On peut quand même dire qu'il y a un scandale qui continue avec Alstom. Non, mais il faut pas en faire une généralité en disant que les deux quinquennats, enfin il y en a un qui est encore en cours, de Macron ont été une désindustrialisation générale. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, voilà. Petite pause. Moi je veux bien qu'on 1500 suppressions d'emplois quand même. Non mais moi je veux bien qu'on parle de tout, mais il faut s'en tenir aux chiffres. Voilà. Il a commencé. Il a commencé sur. Oui, mais sur Alstom, il y a un vrai scandale. Voilà. Il y a un vrai scandale sur Alstom. C'était un cas noir. On peut même parler, un jour on parlera sûrement du scandale de la corruption, puisque ça a servi à financer une campagne électorale. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Alexandra Spiner, enseignante, conseillère régionale LR Île-de-France, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve sur Sud Radio tous les jeudis matins pour l'édito politique et tous les vendredis entre 12h et 13h pour Poulain sans réserve. Oui, on fait de la promo. Jérôme Dubu,
vous êtes membre du Polydé d'Horizon, là aussi c'est clair, net, précis, et Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Pas mal de sujets avec la victoire de l'extrême droite aux Pays-Bas, avec le drame de Crépol, et maintenant que va-t-il se passer, et puis les soubresauts politiques suite à ce drame épouvantable. On a plein de sujets aujourd'hui avec vous. On continue notre tour de table. Alexis Poulain, vous hésitiez entre du futile et du très sérieux. Bon, on parlera du futile sans doute par la suite. Donc je vais commencer par le plus sérieux. C'est la déclaration du ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin sur une radio concurrente où il explique qu'il ne voyait pas la raison de continuer d'avoir une différence sur l'indemnisation chômage entre les moins de 55 ans et les plus de 55 ans et qu'il voulait donc revenir sur la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans en disant que voilà, maintenant on travaille plus longtemps, le gouvernement, on a passé avec le 49.3 la réforme des retraites, donc pourquoi avoir droit à plus de chômage? Je pense que si l'économie allait bien, si les entreprises jouaient le jeu, pourquoi pas, mais aller chercher du travail à plus de 55 ans, vous n'avez pas les mêmes chances, vous n'êtes pas reçu pareil que si vous avez moins de 55 ans. C'est malheureux, mais c'est les faits. Et les faits, parfois, ils sont terribles et ils vont à l'encontre de la pensée magique des politiques publiques. Donc, il y a une réalité, et si l'indemnisation est plus longue, c'est parce que la réalité, c'est que, je suis désolé, trouver un emploi quand on est dit senior à plus de 55 ans, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on coûte plus cher à la société, parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire non plus un boulot, un petit boulot où on va commencer plus jeune et avoir plus de choix. Et donc, c'est normal, je pense, d'indemniser plus longtemps quelqu'un qui a 55 ans, qui mettra plus de temps à trouver un travail. Et vouloir dire, par pure idéologie, que non, maintenant ça marche, c'est de la pensée magique, c'est à peu près du niveau du mettez un costard et traversez la rue pour trouver un travail. Ce qui n'est pas très cohérent, non? On devrait plus... s'il veut réduire des indemnités, le temps du chômage, il faudrait mieux le faire sur des plus jeunes, non? Soit sur... Non, parce que les jeunes aussi ont du mal à trouver un emploi. En fait, le problème, c'est le côté, les déclarations d'Emmanuel Macron, réveillez-vous, c'est de dire, à un moment, c'est aussi un problème culturel dans la société française de voir que on est finalement jugé utile et employable facilement entre 30 et 45 ans, voilà, et après ça commence à être compliqué. Ça, c'est un problème. Et on peut pas faire d'un côté une réforme de l'allongement de la durée du travail avec le recul de l'âge de la retraite à 64 ans, si les employeurs ne vont pas employer jusqu'à 64 ans. Et en plus, et en parallèle, limiter l'assurance chômage pour les plus de 55 ans. C'est proprement scandaleux. Enfin, c'est précipiter davantage encore de précarité, davantage de paupérisation pour une classe importante de citoyens français. Voilà. Oui, il faut replacer un peu ça dans son contexte, qui est effectivement le contexte de l'allongement de la durée du travail à 64 ans. On a le taux de seniors en inemployabilité le plus important d'Europe. Bon, ça c'est un fait. Et malheureusement, pendant des années et des années, on a poussé les entreprises à se séparer avec des subventions. Vous vous souvenez du FNE, etc. Dans l'industrie précisément, chez les constructeurs automobiles, etc. On a demandé aux gens de partir plus tôt. Bon, ces gens n'ont pas retrouvé de travail, effectivement. Dans ce contexte actuel, tout ce qui avait été mis en place pour le travail des seniors dans la loi, et effectivement sur l'allongement de la durée du travail, a été sorti. Bon. Donc les partenaires sociaux en ce moment sont en train de négocier. Qu'on les laisse négocier. Ils viennent de négocier sur l'Agirc Arrco, ça n'a pas plu effectivement au gouvernement. Moi, je ne sais pas quelle est la position du gouvernement sur, par ailleurs que je soutiens, mais sur ce point-là, je ne soutiens pas. Il faut laisser les partenaires sociaux négocier. On est dans une société compliquée, on est dans une société où le dialogue social est difficile en France. Laissons négocier avant d'avoir ce genre de déclaration. On a l'impression qu'on va imposer aux partenaires sociaux ce que veut le gouvernement. Non, les partenaires sociaux sont là pour négocier. Laissons-les négocier. Georges, on va remettre dans le contexte, effectivement. Donc, c'est pas que ce matin qu'il a eu cette idée géniale, comme Madame Génial de Madame Génial. Ceux qui ont des enfants connaissent Madame Génial. Donc, il a eu deux idées géniales avec Cazenave. Ils sont bien, ils sont deux. Et c'était dans un grand interview dans la Tribune, dimanche. Les deux idées, c'est réduction du chômage des seniors.
dans un contexte de montée du chômage. Donc c'est vachement bien parce que ça permet de réduire les chiffres du chômage quand on est au gouvernement. De Ça, c'est un truc. l'indemnisation. Oui, pas de chômage. Non, durée d'indemnisation. Oui, c'est ça. Tu dis Mais bon, en général, vous sortez facilement des chiffres du chômage quand vous touchez plus le chômage. Mais si, il y a une relation statistique. Et puis l'autre idée, c'est de vendre 25% de l'immobilier d'État. C'est des opérations qui sont toujours été douteuses, où les choses sont bradées à des amis à pas cher. On découvre ça toujours 10 ans après. Et ça fait tout un tas de scandales de corruption. Mais ce ne sont pas des idées géniales, ce sont des idées qui ont déjà été faites 100 fois. Et la raison, ils le disent, c'est qu'on a une dette publique qui a 3040 milliards, qu'il a lui reçu il y a 7 ans, parce qu'il est ministre de l'économie depuis 7 ans, Bruno Le Maire quand même, à 2300 milliards. Donc ils ont rajouté 700 milliards. Je rappelle, c'est important, je sais que la Covid, tous les gouvernements ont des problèmes, mais c'est un gouvernement avec Emmanuel Macron qui a dit que eux, ils allaient bien gérer et réduire la dette, et que pour ça, ils allaient supprimer les impôts et vendre tout un tas de trucs. En fait, non, ils ont rajouté 700 milliards. Et ils pérorent toujours. Il y a 500 et ils milliards ont toujours des idées. Et ils ont toujours des idées extraordinaires qui consistent à faire que la vie des gens qui déjà n'accèdent pas à l'emploi, comme l'a dit très bien Alexis, vont être plus dans la galère. C'est remarquable. On l'a évoqué ici hier, Alexandra Spinner. On voit bien dans tout ce qui vient d'être dit aussi que c'est une question de méthode, qui est d'une brutalité inouïe. Oui. Et on voit bien aussi que, comme toujours, la marque de fabrique des macronistes, c'est le mépris total. Voilà. Je ne sais pas si c'est du mépris, en tout cas. Bruno Le Maire, il est plutôt centre-droit. Il était chez LR pendant des années. Il était soutenu par un certain nombre de gens. Maintenant, il est ministre de l'économie et des finances depuis 2017, effectivement. Donc ça fait 7 ans. Mais il ne faut pas tout confondre. Moi, je crois que dans cette affaire, c'est cumulatif, contrairement à ce que dit, ce qui a été dit tout à l'heure, ce que dit Alexis. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que on dit, allez, au fond, on va réduire parce qu'on a trop de chômeurs qui sont au-delà de 55 ans, on va réduire les indemnités de chômage pour qu'ils reviennent sur le marché du travail. C'est la pensée magique, ça. Ça, c'est pas sûr. C'est la pensée magique. Mais deuxièmement, en parallèle, qui embauche des seniors aujourd'hui ? Deuxièmement, en parallèle, les entreprises, moi je suis désolé de le dire, abusent de ce système en mettant les gens au chômage prématurément. C'est parce qu'il y a eu un système qui leur a été proposé. Oui, mais justement, si on le réduit, peut-être que les entreprises abuseront moins de ce système. Si on passe de 27 à 18 mois, ce qui est demandé, peut-être que les entreprises abuseront moins de ce système aussi. Un macroniste qui accuse les entreprises d'abuser. Donc c'est un peu cumulatif. C'est un peu cumulatif. Allez, on continue. On va parler des féministes avec vous, Alexandra Spinner. Dans un instant, on va parler également d'Ercilia Soudet. On va parler de l'extrême droite aux Pays-Bas. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on continue nos débats, nos discussions. Alexandra, vous aviez un coup de gueule. Oui, un coup de gueule sur le silence étourdissant des organisations féministes suite au massacre du 7 octobre. Vous évoquiez Simone Veil à l'instant, je crois que sa voix nous manque cruellement. Violeur, on te voit, victime, on te croit. Ce slogan est celui des néo-féministes wokistes. Pourtant, le 7 octobre, elles n'ont rien vu des atrocités commises sur les femmes et les petites filles israéliennes. On sait depuis l'interrogatoire de plusieurs terroristes que le viol a été instauré véritablement comme une arme de guerre absolue de ce massacre. Il fallait violer les femmes, il fallait les salir, il fallait exhiber leur corps meurtri. On a vu des hommes cracher sur leurs dépouilles, uriner sur leurs dépouilles. Le monde torturé, il y en a qui ont eu le bassin fracturé. Bassin fracturé, le sein découpé. On a eu des images d'horreur absolue. Et le monde entier a été pris à témoin de ces images de femmes ensanglantées, traînées par les cheveux. Et pourtant, aucune indignation, aucune condamnation de la part des féministes. Les femmes n'intéressent plus les féministes et les femmes israéliennes encore moins. Elles sont persécutées pour ce qu'elles sont, mais perçues comme appartenant à un peuple puissant, un peuple oppresseur. La fameuse convergence des luttes, le combat intersectionnel qui permet aux prétendus social justice warriors de se tenir aux côtés des bourreaux. Alors, silence assourdissant sur l'affaire Ramadan, sur les viols à Cologne, sur le harcèlement de rue,
Ces féministes en carton sont restées étrangement silencieuses sur le sort tragique réservé aux femmes iraniennes, alors même qu'elles défendent ici, en Europe, le port du hijab. Leur silence nous couvre de honte. Les nouvelles féministes choisissent leurs victimes. Le 7 octobre dernier, un massacre d'une exceptionnelle barbarie a été commis sur les femmes et les organisations soi-disant féministes en France se sont déshonorées par leur silence. Alors, en réponse à ce mutisme, il y a un groupe de volontaires israéliens qui a produit une vidéo de sensibilisation qui met en lumière l'absurdité de ce silence face aux atrocités commises sur les femmes israéliennes. Et j'invite vraiment vos auditeurs à la visionner parce que c'est terrifiant. Ouais. Leur silence est une trahison pour chacune d'entre nous. Parce que le viol devrait être reconnu comme une souffrance universelle de toutes les femmes. Mais les femmes juives, apparemment, ne méritent pas le « je te crois ». Le féminisme, il fuit apparemment lorsqu'il entend « femme, vie, liberté » ou lorsque le MeToo se dit en israélien. Alors, le féminisme, le vrai, c'est une consécration de l'idéal républicain. Et jamais nous ne devons accepter qu'il soit dévoyé pour le saboter. C'est vrai que c'était un silence assez assourdissant de la part des féministes françaises. Non, dans la liste qui a été donnée, malheureuse liste, j'ajouterais les viols qui ont été commis par l'armée russe. Enfin, une partie des soldats russes sur les femmes ukrainiennes dont on n'a pas du tout entendu parler, et encore moins de la part des féministes, enfin des soi-disant que vous citiez. Oui. Voilà, donc c'est malheureusement des oublis épouvantables, parce que là, ce qui s'est passé, là aussi, a été épouvantable. Et des viols de masse. Bien sûr. Viols de masse. Il y a la grande duchesse du Luxembourg qui a lancé une association qui s'appelle Stand, Speak and Rise Up, où elle combat le viol comme arme de guerre. Ça vaut pour tous les combats, pour tous les territoires, et c'est hélas trop utilisé. J'ajouterais qu'il n'y a pas que les féministes qui ne condamnent pas. Quand je vois les déclarations et les résolutions de l'ONU, ça m'efface. C'est assez marrant parce que vous avez la même réaction que Clémentine Autain. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, madame. On a une partie des féministes. Parce qu'il y a des féministes réalistes. Je pense par exemple à Vera Nikolsky qui a écrit Féminicène. Qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Mais ce néo-féminisme est extrêmement dangereux parce que ce sont des gens qui sont frappés de dissonance cognitive, comme on dit. C'est-à-dire que elle lutte contre le patriarcat, mais quand le patriarcat, c'est un barbu islamiste qui sévit non pas seulement en Palestine, mais dans les cités françaises, alors là... Ouais. On ne voit pas. Mais votre réaction est étonnante parce que Clémentine Autain, vous savez comment elle a réagi quand il y a eu les viols de masse à Cologne ? À Köln. Elle a dit mais on parle pas des viols massifs de l'armée rouge quand ils ont pris Berlin et l'Allemagne en 1945. Mais moi, je ne parle pas de 1945, je parle de ce qui a été fait là, il y a l'année dernière, et qui est encore fait actuellement. Enfin. Ce qui ne semble pas vous intéresser non plus, c'est les viols de l'autre côté, ni le fait non plus. Mais si, quand on parle d'antisémitisme, il y a plein de problèmes sur cette question. C'est intéressant parce que vous soulevez ça. Cette guerre en Ukraine, il y a eu un seul bonhomme qui s'est autorisé à prendre les coups. C'était Arno Klarsfeld qui a rappelé que non, on soutient des gens qui se réfèrent à des nazis, pas des néo-nazis, qui ont massacré des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bandera, Shukevich, Loun, et tout ça est passé comme lettre à la poste. Et ce que vous avez souligné est très très juste. On ne peut pas, sur des questions de principe, qui doivent être en airain. On ne viole pas, on ne massacre pas, on n'est pas antisémite. On ne peut pas un jour être un peu antisémite et puis un jour, non, là ça va. Non, mais il a pas. Non, je sais, mais il faisait. Oui. Mais c'est n'importe quoi, enfin. C'est-à-dire qu'est-ce qui est n'importe quoi? Antisémite. Mais j'ai pas dit que vous étiez antisémite. J'ai dit que ceux qui. Là, on est dans le délire. Si je peux me permettre, je pense qu'il a voulu dire qu'il y avait eu d'autres viols dans d'autres guerres qui n'avaient jamais été dénoncés. J'ai dit qu'il y a des principes à géométrie variable. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Mais non, je parlais. J'ai dit sur le féminisme, ce que vous avez souligné, et sur la dénonciation de l'antisémitisme. Là, légitimement, on le fait aujourd'hui, mais on ne l'a pas fait pendant 2 ans. Quelle que soit la femme sur laquelle il est commis, le viol est épouvantable. Je vous invite. Cette histoire. Alexandra,
Je vous invite vraiment à aller visionner cette vidéo de sensibilisation. C'est vraiment, mais pour vos auditeurs, peut-être ceux qui ne l'ont pas vu, c'est très, très... C'est incroyable. En fait, c'est une femme israélienne qui arrive pour témoigner de son viol. Elle est accueillie avec des femmes qui font montre de beaucoup d'empathie. Et puis, on lui demande si elle a des preuves. Elle dit que oui, qu'elle a une vidéo qui a été réalisée par ses agresseurs. Et là, quand les femmes visionnent, soi-disant féministes visionnent la vidéo, elle lui explique qu'il faut qu'elle parte, que ça ne les intéresse pas. Vraiment, il faut voir cette vidéo. Redites comment on peut la trouver pour ceux qui veulent la voir. Vous nous le direz, Alexis, un mot là-dessus sur l'absence effectivement de mobilisation des féministes, je vais vous dire, certaines féministes. C'est le problème de l'époque où le politique a disparu de la scène pour le communicationnel, parce que je me rappelle de cette formidable campagne où des artistes courageusement se coupaient une mèche de cheveux pour les Iraniennes. Bon, on a retrouvé les mêmes qui marchaient pour la paix dimanche dernier. Ce genre de mobilisation, bon, que dire, parce que au-delà des viols utilisés comme arme de guerre, et ça depuis que la guerre existe et que l'humanité existe, il y a des régimes actuellement où la femme n'a pas d'existence légale. Les talibans qui ont repris leur pays avec l'aide des États-Unis après des années de guerre finalement, qui leur ont permis de récupérer des armes gratuitement finalement, et puis un pouvoir sans partage. L'Iran bien sûr, et même chez nous où la violence faite aux femmes est traitée avec extrêmement de légèreté, tout comme la violence d'ailleurs faite aux enfants. C'est des sujets qui, je trouve, n'ont pas la place méritée dans le débat public et dans la législation. Si je peux me permettre, vous avez oublié, madame, ce que vous avez dit parfaitement juste, mais vous avez oublié qu'en plus, ce que refusent de voir certaines féministes de gauche, c'est que c'est un choix politique de Hamas de violer certaines femmes dans des kibboutz de gauche. De la même manière qu'ils ont fermé les yeux quand le Hamas a massacré en 2006-2007 des centaines de militants de gauche et d'homosexuels, ils les jettent par les immeubles pour les exécuter, qui étaient censés être des camarades palestiniens, mais de gauche. Mais là, ils ont violé des gens qui militaient en Israël, ou massacrés, pour la paix et deux États. C'était voulu. Ils ne sont pas stupides, ils savent où ils frappaient. Et ça, étonnamment... On n'en parle pas. Elles sont aveugles. On se retrouve dans un instant. On va parler d'une autre femme, Ercilia Soudet. Le Printemps républicain réclame que des sanctions soient prises contre elle. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, je voudrais qu'on parle quand même du cas Ercilia Soudet, qui est députée, qui est également, qui représente, qui est à l'Assemblée nationale, responsable, je sais pas comment on dit, à la tête du groupe, vice-présidente du groupe de la lutte contre l'antisémitisme. Ce qui est une vaste blague. Écoutez, hier, ce qu'elle disait à propos d'une diffusion d'un film qui n'avait pas pu avoir lieu. Écoutez le ton quand elle évoque le 7 octobre. C'est un ciné-débat qu'on a organisé, Charlotte Leduc et moi-même, avec le soutien du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Alors, il faut savoir qu'au départ, ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Sauf qu'évidemment, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre la veille. Et donc forcément, dans le week-end, il y a eu des fuites. Caroline Niadan et Meir Habib, tout de suite, sont montés au créneau. Yael Braun-Pivet, c'est scandaleux. En plus, j'ai invité Mariam Aboudakar. Alors là, c'était le pompon. Voilà, je vous vois sans voix. Donc cette personne est députée. Alors, elle est députée. Cette personne est pathétique, elle est obscène. J'espère qu'un jour elle pourra être poursuivie pour apologie de crime. C'est ce que demande le Printemps républicain. Et j'espère qu'elle sera sanctionnée par ses électeurs. Elle nous fait honte. Il y a une plainte qui a été déposée. Il y a une plainte qui a été déposée le 6 novembre contre elle. Pour apologie du terrorisme. Je ne sais pas si ça va progresser, jusqu'où cette plainte ira, mais il y a déjà une plainte qui a été déposée. Alors, moi, je sais pas, je reste sans voix.
J'en revois aux membres, l'ex-membre de LFI qui la connaît mieux que moi. Moi, je n'ai jamais été chez LFI, donc je ne peux pas vous en dire plus sur elle. Ces déclarations sont épouvantables. Mais c'est pas la première fois. Elle parle d'apartheid quand elle parle d'Israël. Elle est proche de France-Palestine Solidarité, qui est une association dont on connaît le financement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle voulait inviter donc cette Mariam Aboudaka dont elle parle. Voilà. Et le pire, c'est qu'elle s'est autodésignée vice-présidente de cette commission d'études contre l'antisémitisme en France. Elle s'est autodésignée et plus personne ne peut la virer. Plus personne ne peut la virer. Elle fait des déclarations épouvantables. Elle est toujours vice-présidente de c'est affolant. Elle est profondément antisémite. Elle avait envisagé d'aller en Israël avec une députée Renaissance après les événements. Évidemment, tollé des autorités israéliennes, et à juste titre. Non, mais Alexis est resté sans voix, mais Georges Kuzmanovic... Moi, j'étais à la France Insoumise il y a plus de 5 ans, donc quand c'était un mouvement républicain, et que Jean-Luc Mélenchon défendait même l'interdiction du port du voile dans la rue. Bon, un peu changé, et il faisait l'oraison funèbre de Charbes. Ça a beaucoup changé. Donc moi, je suis parti, et justement, j'ai dénoncé les débuts des dérives. Or, ces gens-là, comme Ercilia Soudet, étaient de jeunes militants à l'époque qui étaient plutôt mis sous le tapis et qui ont émergé. Donc ça montre le changement de la France insoumise. Mais ce qui est intéressant, en dehors du fait que Ercilia Soudet a un pois chiche dans la tête et qu'elle rit comme une hyène à un moment absolument inopportun pour le moins, c'est que elle fait un peu comme Corbyn. C'est-à-dire que la personne Corbyn avait en 2009 invité des gens du Hamas et du Hezbollah au Parlement britannique. Ça a provoqué un tollé. Il est toujours au Parlement britannique, même s'il ne siège plus comme travailliste, puisqu'il y a eu des problèmes sur le fait que lui-même n'a pas été condamné pour antisémitisme, mais qu'il a couvert des pratiques de certains des militants du Parti travailliste. Mais on voit la même logique d'inviter au Parlement des gens qui sont exclus, qui sont chassés de France. Mais ce qui est le pire, c'est qu'elle s'est, vous ai dit qu'elle s'est autoproclamée dans cette commission dans la lutte contre l'antisémitisme. Récemment, la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon est allée déposer une gerbe au monument aux déportés du Veldiv, raflé du Veldiv. Bon, ils ont été reçus par des comme il le méritait, il me semble, par des descendants de déportés. Le fait est que, et ça c'est le message qui est terrible, c'est qu'ils reconnaissent l'antisémitisme des années 30. Ils reconnaissent l'antisémitisme d'extrême droite, l'antisémitisme maurassien, l'antisémitisme qui mènera au nazisme, l'antisémitisme qui mènera au four crématoire, et ainsi de suite. Mais, et c'est là c'est intéressant par rapport à ce que vous avez dit par rapport aux féministes, il n'y a pas d'antisémitisme venant de l'islam politique. Alors, je précise, pas des musulmans, qui sont très divers et variés, mais sûrement pas essentialisés comme le fait la France Insoumise, mais ils ne le reconnaissent pas. Et ils le combattent radicalement. Ça n'existe pas. Et ce qu'elle fait, en faisant ces différentes choses, ce n'est pas si naïf que ça, c'est faire passer un message que l'antisémitisme et les actes antisémites qui sont aujourd'hui principalement dus à l'islam politique, n'existent pas. C'est une résistance, y compris en France, contre l'oppression que subissent les Palestiniens. Et c'est comme ça que, petit à petit, avec l'oubli de la Shoah, je rappelle quand même plus de 30% de jeunes aujourd'hui, toutes classes confondues, qui voient pas très bien qu'est-ce que c'est que les massacres des nazis de la Deuxième Guerre mondiale, le Shoah, Tziganes, les Slaves, peu importe. Et les difficultés liées à l'enseignement de la Shoah dans certains territoires. Voilà. Et on en avait parlé ici. Je plains cette année les professeurs d'histoire. Bien sûr. Vu ce qui s'est passé avec Samuel Paty, qui vont avoir, dans les zones où c'est un peu compliqué, à enseigner la Shoah. Et c'est là qu'il va falloir faire de la protection, de l'aide aux enseignants, ça va être très compliqué. Ça, ils ne le reconnaissent pas, ça, ils ne le voient pas. Et au contraire, ils combattent en disant que ça n'existe pas. Donc voilà ce que fait Madame Ercilia Soudet. Ces gens-là, ce sont des vecteurs actifs de la renaissance de l'antisémitisme en France. C'est grave comme accusation. Je viens de vous le démontrer. Vous en faites tout à fait concret et réel. Je les attends, si vous emmenez au tribunal, on va rigoler. Alexis Poulain, c'est choquant. Cette séquence quand même est absolument lunaire. Elle est obscène, vous avez raison, il n'y a pas d'autre mot. Comment on peut dire avec autant de légèreté
parler de son opération de com en mettant en parallèle les massacres du 7 octobre. Enfin, c'est juste... pas de bol, hein, c'est pas de bol. Ah, c'est vraiment pas de bol. C'est pas de bol. Hein, alors c'est peut-être en comité fermé, mais c'était filmé, non? C'était sur un plateau. C'était filmé, bien sûr. C'est d'accord. Donc c'est pas des propos qui ont été enregistrés à la sauvette, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est dit publiquement. Que personne ne la contredise, que personne ne lui dise peut-être que votre ton n'est pas tout à fait adapté. Ça a peut-être fait, mais ça a été coupé. On n'a pas toute la déclaration. Oui, voilà. Mais il y a de plus en plus de voix quand même qui demandent à ce qu'il y ait des sanctions. Je ne sais pas quelles sont les sanctions qui peuvent être prises à l'Assemblée nationale. Mais là, elle fait attention et à la fois pas attention. Donc on est borderline à chaque fois. Alors la plainte, moi j'attends avec beaucoup d'attention de voir si ça va progresser ou pas. Ce que va en faire le procureur. Oui. Non, mais juridiquement, c'est pas attaquable quel ribettement. Non, c'est pas là-dessus, la plainte. C'est pas là-dessus du tout. C'est sur d'autres déclarations. C'est d'autres déclarations parce que c'est pas la première fois. C'est pas du tout la première fois. Rien à faire. Mais je dirais que Madame Soudé préside cette commission en tant que pratiquante de l'antisémitisme. À cet égard, elle en connaît visiblement, oui, tous les détails les plus sordides. Non, en fait, le problème du débat, de la polarisation du débat aujourd'hui, c'est que il y a quand même une partie de la population française jeune qui a perdu de vue qu'on ne pouvait pas tolérer l'antisémitisme, ni le racisme d'ailleurs. Et on voit, c'est dingue en fait. Tu dis, il y a des causes quand même qui sont gravées dans le marbre, dans l'éducation de ce que c'est qu'un citoyen français, même un humaniste. Enfin, la vocation universelle de la République, la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, c'est quand même quelque chose de posé. Enfin, personne ne devrait remettre ça en cause. Et on se rend compte que ce pays, en fait, il est gangréné par ça, quoi. Mais il y a un sondage qui est sorti il y a un an. C'était avant les événements, bien avant les événements, qui corrobore tout à fait ce que tu dis. Oui, mais comment on en arrive là, quoi? C'est-à-dire, mais personne n'y a fait attention à ce sondage. 30% des gens déclaraient à un sondeur. Donc ça veut dire qu'il y en a sûrement beaucoup plus qui l'ont pas fait. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Je reçois un message, quelqu'un qui me dit c'est qui nous quand on dit nous avons laissé faire, quand des personnes de l'immigration et d'autres ont parlé de l'establishment et ont parlé de l'establishment nous a écartés. Nous préférons pour des raisons électoralistes les non intégrés. Le grand philosophe Marcel Gauchet effectivement a écrit à cette personne pour lui dire, je peux la citer, c'est Malika Sorel qui a fait partie du Haut Conseil à l'immigration. C'était, je me souviens plus, le Haut Conseil à la lutte contre, je ne sais plus. Mais bon, bref, le grand philosophe Marcel Gauchet m'a écrit pour me dire que le seul point positif de tout ce qui advient est de démontrer que elle avait vu juste sur toute la ligne. Effectivement, Malika Sorel n'a cessé d'alerter et elle a été écartée assez vite pour avoir dit peut-être des choses qui ne rentraient pas dans ce qu'on avait envie d'entendre à l'époque. Au Conseil à l'intégration, elle avait été nommée par effectivement Nicolas Sarkozy, et vous pouvez relire tous ses livres, tout est écrit dedans, tout ce qui est en train de se passer est écrit dedans. Elle n'a pas varié, contrairement à d'autres, à des Zineb El Razoui qui d'un seul coup les masques tombent. Bon, on a fait pas mal sur le sujet. Peut-être un mot sur le périph', c'est quand même la voix. Alors c'est très parisien, vous allez me dire, vous auditeurs non, ça n'est pas du Sud-Ouest, mais non, justement, c'est pour ça. Je veux dire, d'abord, c'est la voix la plus utilisée en Europe. Vous vous rendez compte ? Déjà, sur la méthode, Madame Hidalgo, comme toujours, ne consulte personne. Elle nous a consultés sur plein de sujets totalement inutiles, mais là, sur un sujet aussi essentiel, alors que nous, à la région, on demande d'avoir la compétence du périph', on a exigé une étude d'impact, évidemment... Elle s'en fout, il y en a eu 50 des études d'impact sur les quais. Elle est toujours dans sa méthode brutale, égocentrique, de le privilège du Parisien pour qui tout va bien. Voilà. Mais cette France qui travaille, qui utilise le périphérique, parce que ce ne sont pas les Parisiens qui ce ne sont pas les Parisiens, ce sont les gens qui habitent en banlieue. Oui, et évidemment, Madame Hidalgo les méprise, parce que vous n'allez pas me dire qu'on utilise le périphérique pour son plaisir, pour se balader. Donc c'est utilisé exclusivement par des gens qui vont travailler. 80% des usagers, 80% des usagers ne sont pas parisiens. Et comme toujours, ce qui est annoncé comme provisoire sera évidemment définitif. Donc les franciliens sont privés
d'une voie du périphérique. Oui, Voilà. il y a plusieurs choses. Alors Alexis, et puis après Jérôme. C'est, je ne sais pas à quel moment la voiture est devenue l'ennemi public numéro 1. Bon, visiblement, c'est maintenant l'ennemi public numéro 1. Il faut faire en sorte que la voiture devienne électrique. Alors, les parts de voitures électriques reculent, c'est trop cher et ça risque d'être un autre problème écologique. Quand on voit, alors si c'est le problème de la qualité de l'air, il faudrait dire à Madame Hidalgo que les incinérateurs de déchets polluent l'air de telle façon que même les œufs de poulailler domestiques en région parisienne ne sont pas consommables à cause de ces incinérateurs. Je ne veux pas la défendre, j'ai jamais défendu. Vous me connaissez, mais enfin, bon, c'est pas elle. Si la raison, c'est l'écologie, c'est à côté de la plaque. La raison, c'est quoi, en fait? C'est de rendre la ville invivable, c'est de faire une sorte de préservation d'une ville d'ultra privilégiés et de touristes, et puis pour le reste, de vivre aux marges et d'avoir ensuite un octroi pour entrer dans des ZFE, des zones à faible émission, après avoir passé un périph' à une seule voie avec sa voiture électrique qui ne marche que les jours pairs, parce qu'attention, les jours impairs, on n'a pas le droit de la recharger, parce qu'il ne faudrait pas que le réseau explose. Non mais on est où? On va où? J'en parlais, c'était la semaine dernière. C'est la suite, c'est quoi? C'est une Trabant pour tous, c'est les soviets, quoi. Et non, vraiment, non mais c'est sans rigoler. Il y a plusieurs choses dans l'affaire. Moi, je reviens uniquement sur l'affaire technique, parce que quand j'étais conseiller de Paris, j'ai fait partie de la commission d'enquête qui a effectivement émis un rapport sur le périphérique. Donc, il n'y a pas de consultation du grand public, mais il y a quand même eu un travail de fond. Bon. Ce qui avait été dit à l'origine, c'est qu'effectivement, 80% des gens qui feraient plusieurs millions de véhicules qui passent le périphérique tous les jours, la plupart viennent d'abord de la grande banlieue et aussi de province. Pourquoi? Parce que la 104 et la 86 sont complètement saturées aussi. On ne peut pas y passer non plus, et que donc les gens viennent jusqu'à Paris, notamment tous les poids lourds qui engorgent complètement le périphérique pour passer Paris. Bon, et aller d'ailleurs dans le nord de la France, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Bon, ça c'est le premier point. Donc deuxième point, évidemment, si vous restreignez encore une voie, le fait de passer de 70 à 50, ça va rien changer. On est déjà à 35 en moyenne sur le périphérique. Non, ça va pénaliser ceux qui vont travailler tôt. Oui, enfin, ça ne changera pas grand-chose. Bon, moi, je veux bien, et ça ne changera pas grand-chose non plus sur la pollution, contrairement à ce qui a été dit. C'est un truc gadget. Vous avez entendu la justification. Comment accepter que des gamins qui vivent, sortez vos mouchoirs, que des gamins qui vivent à proximité des autoroutes urbaines que sont les périphériques suffoquent à coup de crise d'asthme? Elle a qu'à créer des logements dans Paris. On est à 35 en moyenne, donc on va passer à 50. Bon, mais le principe de supprimer, enfin de réserver une voie au covoiturage, ça c'est absolument scandaleux. Ouais. C'est absolument scandaleux. Le covoiturage, c'est amusant, ils ont fait ça à l'époque à Las Vegas. Oui. Et après, il y a des entreprises qui sont spécialisées en mannequins dans les voitures, en trucs gonflables. C'est exactement ce que j'allais dire. Extrêmement difficile à détecter, ce qui se fera immédiatement. Non mais oui. Bien sûr. Voilà. J'y pensais. Mais donc, Anne Hidalgo, depuis qu'elle est maire de Paris, c'est 120 000 habitants en moins dans la ville de Paris. Donc c'est une ville en gentrification. Moi, j'habite en banlieue. Et il faudrait rappeler à ces gens-là qui sont les gagnants de la mondialisation que le 14 juillet 1789 n'est que la conclusion d'une série de journées qui s'appelle la journée des barricades, où les bourgeois et les commerçants commençaient à avoir ras-le-bol de payer les octrois aux portes de Paris. Tout à coup, sont réunis avec le peuple ouvrier de Paris et des faubourgs, et il y a eu la prise de la Bastille. Je résume très très vite, mais il y a de ça. Vivant en banlieue, l'entrée dans Paris. Bon, évidemment, on utilise le périph'. Je suis venu ici en prenant le périph', donc c'est déjà très agaçant. Et effectivement, on roule rarement au-delà de 50 km/h. Il y a ces camions on ne sait pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Effectivement, t'as raison. Ça a ce truc-là. Il faudrait leur dire, vous contournez, point. C'est vraiment ahurissant d'avoir autant de camions. Pour le coup, bonjour la pollution. Anne Hidalgo, qui est élue en partie par le vote des Verts, donc des gens qui aiment bien tout ça, c'est grâce à leurs copains verts d'Allemagne qui ont supprimé le nucléaire, qui nous foutent des centrales à la lignite. Gros de la pollution à Paris, c'est le vent qui nous l'amène des centrales à lignite d'Allemagne. Donc merci les génies. Mais c'est quoi son but? Et je voudrais insister sur ce truc, c'est le refermement de Paris physique, en dehors et qui va être augmenté avec cette voie covoiturage, c'est l'entrée dans Paris. Toutes les portes de Paris, il n'y a plus qu'une voie. Quand vous arrivez du sud de la RN20, vous avez des 3-4 voies et que vous arrivez sur une voie à la porte d'Orléans, c'est le chaos. Et c'est
tout le monde devient zinzin. C'est une politique. Plus vous mettez le tramway au milieu qui passe n'importe comment, qui est menée. C'est une politique qui est menée depuis un certain nombre d'années. Une politique de séparatisme entre les plus riches qui sont dans les centres-villes et les restes des Français qui sont autour. D'abord, il y a beaucoup de pauvres dans Paris aussi. Il suffit de regarder dans les logements sociaux. Je rappelle quand même que c'est pas aussi la ville de riches qu'on veut bien dire. Je rappelle quand même qu'il y a 2 consultations qui ont été menées, dont une par la mairie de Paris, où 90% des franciliens ont répondu non. Mais ça ne l'intéresse absolument pas. Comme ça avait été le cas pour les voies sur berge. C'est une nouvelle lubie, sans doute pour faire oublier ces petites escapades tahitiennes. Je ne sais pas. En tout cas, c'est totalement lunaire. Mais je ne suis pas d'accord sur les 50 km/h. Parce que cette limitation de vitesse, elle pénalise ceux qui partent tôt travailler le matin et qui rentrent tard le soir. C'est cela, c'est la France qui travaille. Non, parce que tôt et tard, vous n'êtes pas à 70. Moi, je fréquente le périphérique tous les jours. Mais non, mais même à 6h du matin, on n'est pas à 70. Croyez-moi. Mais si elle avait donné l'argument de la sécurité, ça aurait été assez imparable. Honnêtement, dans la commission, d'enquête et sur ce sujet-là, sur la réforme du périphérique, sur le passage de 70 à 50, tout le monde était d'accord, y compris les LR. Y compris les LR, tout le monde était d'accord. Peut-être, mais moi je trouve que c'est une mesure qui peut être sur le travail. Et là-dessus, on va rajouter au chaos pour tous les franciliens, et là malheureusement, droite, macronistes et gauche sont tous d'accord, c'est la privatisation de la RATP, Castex est là en place. D'ailleurs, ils vont pas le faire parce qu'ils savent que ça va être un chaos comme en Grande-Bretagne. On le voit avec les bus. Ils vont attendre de passer les JO pour lancer les opérations de privatisation. Donc on va avoir des lignes qui vont appartenir à une boîte, d'autres lignes. C'est déjà le bordel colossal aujourd'hui. Il faut regarder les bus, c'est déjà le cas. Les bus, c'est déjà le cas. Ça va être un enfer total. Pour vous, demain, Alexis, le ministre de l'économie appelle les Français à se secouer les pouces. Les puces. Les puces. J'ai vu les pouces, pas à se tourner les pouces, justement, à se secouer les puces. Le Pen, j'avais pas vu cette... Si, mais c'était dans la même déclaration que sur la limitation de chômage. Incroyable. Merci à vous. Tout de suite, André Berkoff, qui est au Salon des maires. Merci Valérie. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.